Bonjour tout le monde, hein. Et bonsoir pour certaines personnes, les personnes qui se trouvent en Afrique de l'Ouest, hein, les personnes qui se trouvent en Afrique du Nord, les personnes qui se trouvent en Europe et les personnes qui se trouvent en Amérique, hein, et les Caraïbes, hein. Toujours bonjour. Et pour nous qui sommes dans l'autre partie du monde, Afrique de l'Ouest, Afrique du Nord, Europe, hein, c'est bonsoir. Bon, on va continuer avec la méthodologie en insistant beaucoup plus sur la revue de littérature, les choses qu'il faut faire, les choses qu'il ne faut pas faire dans la revue de littérature, comment mieux situer une revue de littérature, comment valider votre revue de littérature, comment mener des tests de validation sur votre revue de littérature. C'est ça qu'on va essayer de voir. Bon, comme plan, on a déjà, bon, je vais vous suggérer quelques exemples de problématiques en fonction de vos sujets. Les personnes qui n'ont pas envoyé leur sujet, bon, et leur sujet et leur problématique, ils n'ont pas de problématique et voilà. Bon, ça, c'est déjà, c'est comme ça, on vous aide. On vous a promis déjà de vous aider à formuler votre sujet, votre problématique. Alors, c'est fait. Et après, bon, la phase concrète qui reste, hein, c'est travailler sur les outils de collecte des données, et comment aller sur le terrain, collecter des données, et puis en plus de collecter des données sur le terrain, comment les traiter les données, présenter les résultats. Bon, autre chose également, les approches de collecte des données, oui, les méthodes de collecte des données, c'est ça qu'on va essayer de voir dans l'étape d'après. Mais aujourd'hui, on va se contenter de parler des bonnes pratiques dans la rédaction de mémoire, la grille d'évaluation que vous pouvez utiliser pour évaluer votre revue de littérature, hein. On appelle ça autotest, et la formulation des hypothèses. On va commencer à aborder le thème de la formulation des hypothèses si on a le temps. Bon, aujourd'hui, on n'a pas Émilie avec nous. Bon, je vais essayer de suivre le rythme, de respecter le timing, hein, pour ne pas dépasser. Bon, voilà. OK. Voilà, ce sont des suggestions de problématiques en fonction de vos sujets, en fonction des sujets qu'on vous a suggérés, hein, qu'on vous a corrigés et suggérés, modifiés. Alors, pour ces problématiques, ce que vous devez avoir en tête, si c'est trop long, vous pouvez enlever. Vous pouvez enlever une partie. Parfois, c'est très large. Parce que pour nous, on parle de l'hypothèse, vous cherchez à explorer l'ensemble, hein, du contour de votre sujet. Mais par contre, si vous pouvez juger qu'il y a certains points, ce n'est pas important d'aborder, vous pouvez enlever. Voilà, ça, ce sont des suggestions en fonction des sujets. Prenez votre temps. Si vous avez envoyé votre problématique, vous ne voyez pas votre problématique, plutôt votre sujet, vous ne voyez pas votre sujet figure parmi cette liste, hein, ou bien il n'y a pas de problématique, ou bien la problématique ne correspond pas, n'hésitez pas à revenir auprès de nous. Vous avez notre email. N'hésitez pas à nous écrire parce que c'est important pour nous et pour vous également. Voilà. Bah, ce sont des suggestions de problématiques. On vous propose ces suggestions. C'est à vous d'adapter votre discours et faire évoluer votre discours parce que c'est important pour votre travail. Voilà, bah, je crois que je n'ai rien raté. Et voilà, je ne vais pas tout lister, mais c'est juste pour vous montrer, ce travail qu'on est en train de faire, comment ça peut vous aider, parce que c'est important. Bon, je profite en même temps pour regarder le chat parce que euh, on n'a pas Madame Chaffin avec nous. Et bon, voilà, j'ai fait le travail. Je crois que Lorraine, hein, si tu peux répondre, ce serait mieux. Mais sinon, ça, je peux les aider après. Bon, voilà, le mail, c'est méthodologie arobase, barakat-school, comme Baraka, en quelque sorte, signifie chance, l'école de la chance. Voilà, alors c'est ça. Vous aurez le mail après, hein, n'hésitez pas à nous écrire. Ou bien si vous êtes sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à communiquer avec nous, lui poser vos questions. Alors, le groupe WhatsApp est là pour ça, pour poser des questions sur votre sujet, votre problématique et votre mémoire. Voilà, c'est le but est là, c'est que vous suggérez des idées et nous, on vous aide à faire évoluer votre sujet et vos idées. Alors ça, c'est la première exemple. On a d'autres exemples encore. Là, pareil, hein, bon, il y a des personnes qui se reconnaissent, hein, déjà dans ces propositions. Voilà, c'est
on n'est pas à votre place. On n'est pas à votre place. On cherche à vous aider à progresser. On ne se met pas à votre place, mais on cherche à vous faire évoluer dans votre idée de problématique, de votre sujet, de votre mémoire, pour que vous puissiez contourner les obstacles et aussi atterrir avec quelque chose. Comme, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous écouter. Si vous nous dites que ce que vous avez proposé, ce que Baraka School a proposé ne correspond pas à votre attente, là, on peut vous comprendre, on peut vous aider également avec un suivi particulier. Alors, ce que je voulais dire par ces suggestions de problématiques, ce sont des suggestions qui ont été faites par l'intermédiaire des personnes qui sont experts dans les domaines, et surtout des corps en éducation. On avait plus de sollicitations en éducation et en sciences de gestion, on avait beaucoup de sollicitations, mais en santé, on avait pas mal de sollicitations aussi. Et puis, un petit peu en psychologie, musicologie, littérature. Ouais, ça, c'est important. C'est important. Bon, bon, je crois qu'il y a un sujet sur la philosophie aussi, on a tenu compte. Et sans oublier sur le développement, le social, tout ça, ce sont des sujets importants et qui sont d'autres importants pour le pays ou bien pour le secteur ou la zone concernée. Voilà. En gros, c'est ça. Et pour le groupe WhatsApp, c'est bien d'envoyer vos coordonnées. Comme ça, on va vous ajouter sur le groupe WhatsApp et vous permet d'être en contact avec nous, hein, parce que c'est sur le groupe WhatsApp qu'on partage tout, qu'on partage des liens, on partage des rappels. Et voilà. En gros, c'est ça. Voilà, c'est pareil. Bon, ici, euh, pour la personne qui travaille sur l'analyse des répercussions du déplacement forcé interne et la responsabilité de l'État haïtien dans sa gestion. Alors, là encore, on a fait deux propositions de problématiques et la personne peut choisir telle ou telle problématique qui correspond à ses attentes. Voilà, ça c'est comme ça. Pareil. Voilà, on a un sujet sur les ONG. On sait très bien, ce sont des sujets sensibles, hein, sensibles à travailler. Bon, on propose quand même ce sujet parce que c'est important. C'est important pour vous et c'est important pour tout le monde. Voilà, on propose quand même des suggestions problématiques. Autre suggestion, c'est pareil. Alors là, pourquoi c'est en vert? On va voir les autres sont en violet plutôt parce que ce sont des sujets que les étudiants avaient proposés dès le départ du cours, hein, on avait ces suggestions-là. Bon, là, ce sont les derniers sujets qu'on a pu collecter et très travailler. J'imagine que à partir de ces sujets-là, vous pouvez trouver votre gagne-pain, hein, en quelque sorte. Voilà, bon, dépendamment de votre sujet, de ce que vous travaillez, de ce que vous avez proposé, vous avez quand même des réponses ou des suggestions de réponses qui pourraient être utiles pour vous. Voilà, ça, ce sont les problématiques à nouveau. On a d'autres problématiques, hein. Par exemple, la personne qui travaille sur l'utilisation de la technologie par les élèves dans les écoles secondaires. Ça, c'est important de proposer ces problématiques, hein, pour vous aider. Et sinon, vous pouvez modifier si vous voulez. Voilà. Mais la philosophie, la logique, hein, c'est ça. Quand on dit une problématique, c'est une question d'ordre général qui couvre l'ensemble des aspects du sujet. Bon, après, vous pouvez réorienter votre problématique. Par exemple, là, on a une problématique qui possède deux parties. Vous pouvez seulement choisir de travailler sur la première partie. Vous laissez tomber la deuxième partie. Bon, c'est à vous de voir. Et c'est en fonction de l'enjeu, on sait à quel point, à quel niveau qu'on doit arriver dans le cadre de la présentation de la problématique, la formulation et présentation de la problématique. On a un autre exemple, pareil, hein, c'est l'influence de la microfinance sur l'autofinancement, l'autonomisation des ménages. Voilà, c'est pareil, hein, sur l'autonomisation des ménages et le développement local. Ça, c'est important, important, un sujet de société, c'est comment on peut traiter ce sujet. Et puis, avec une problématique pareille, il n'y aura pas de problème. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas dire que les gens vont piquer votre problématique. Non, les gens ne vont pas voler votre problématique. La personne peut prendre la même problématique, mais comment traiter?
Parce que si ce n'est pas son sujet, parce qu'on ne travaille jamais un sujet qu'on ne maîtrise pas et qu'on n'aime pas aussi. Au moins qu'on ait quelques idées sur le sujet. C'est à ce moment-là, on peut travailler ce sujet. Voilà, c'est vrai, même si vous allez recevoir le document, tout le monde va recevoir le même document. C'est à vous de trouver votre sujet, le sujet que vous avez proposé, bien sûr, hein. Si vous n'avez pas encore proposé de sujet, je vous conseille de communiquer avec nous. Voilà, je pense que c'est la dernière slide sur la proposition des problématiques, hein, parce que c'est important pour vous. Voilà, j'avais dit, on allait passer 10 minutes, c'est 10 minutes, hein. Je passe 10 minutes, c'est comme ça, et je vous laisse hein, tranquille. Maintenant, on va continuer avec la revue de littérature. On avait commencé avec la littérature, on avait parlé d'un plan, on avait parlé du cadre théorique hein, et du cadre conceptuel. Le cadre théorique, c'est l'ensemble des théories que vous mobilisez dans le cadre de votre travail. Le cadre conceptuel, on avait dit, c'est l'ensemble des concepts. Et généralement, on trouve le cadre conceptuel au niveau du plan. Au niveau du plan, le plan de votre travail ou bien de la table des matières, on voit un ensemble de titres et sous-titres. Et ces titres et ces sous-titres sont formés par des concepts, hein. Et c'est pour cela qu'on parle du cadre conceptuel. Mais le cadre théorique, on a dit, c'est un ensemble de théories. En quelque sorte, c'est sur quoi êtes-vous basé pour raconter une histoire, ou bien sur quoi êtes-vous basé dans le cadre de votre travail, de votre mémoire, pour affirmer une information, pour affirmer une vérité quelconque. Alors, ça, c'est important pour vous. C'est pour cela qu'on avait parlé du cadre théorique. Voilà, notre travail est basé sur les théories du monsieur Intel ou de madame Intel. Bon, voilà, ça c'est important. OK, allons-y. On va voir maintenant les bonnes et les mauvaises pratiques. Je prends mon temps pour vous expliquer avec des différents symboles. Des bonnes pratiques dans la rédaction de mémoire ou bien la présentation de mémoire. On va noter ça avec un chevron vert et les mauvaises pratiques avec une croix rouge. Qu'est-ce que ça signifie? Les bonnes pratiques, c'est il faut respecter les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques, il faut les bannir dans le cadre de votre travail. C'est ça qu'on va essayer de mettre en exergue. Comme ici, on a une présentation. Là, on a une présentation d'une figure dans une page hein, de votre thèse, votre mémoire, etc. Dans le cadre de la présentation de votre travail, comment vous illustrez une figure pareille. Bon, vous voyez, là, j'ai mis une croix rouge. Pourquoi une croix rouge? Il ne faut pas le faire. Parce que dans ce format-là, quand on présente dans un document, on présente comme ça, on dit en mémoire, ça, déjà, sur la page de couverture, il ne faut pas le faire. Figure sur une page de couverture. Page de couverture, parfois on appelle ça page de garde. C'est la première page, c'est là que vous mettez vos noms et prénoms, le type de votre mémoire, déjà, et bien votre université, votre département. Voilà, ce sont des informations importantes. Et voilà, vous n'avez pas le droit de mettre une image quelconque sur une page de garde ou sur une page de couverture. Sauf, on a bien mentionné, sauf un logo. Sauf un logo, vous pouvez ajouter un logo. Vous pouvez ajouter un logo sur votre page de couverture, le logo de votre institution, de votre école, de votre université, de votre faculté, parce que c'est important, vous pouvez ajouter. Voilà, c'est pour cela on a mentionné sauf dans les zones stratégiques. C'est dans ces zones-là que vous pouvez ajouter votre logo. Vous pouvez ajouter l'image qui est considérée comme acceptable, c'est le logo. Voilà, seulement le logo. Si c'est une photo, la photo d'une entreprise, non. Mais c'est un document académique, ce n'est pas un roman, ce n'est pas un magazine. Il faut respecter les normes. Comme c'est ça. On dit seulement le logo, on peut ajouter au niveau des zones stratégiques. Les zones stratégiques, qu'est-ce que ça signifie? Soit en bas, à gauche ou à droite, soit en haut, tout au milieu. Voilà. Ça, vous n'allez pas oublier. OK.
Ça, c'était la page de couverture. Maintenant, voyons dans le corps du mémoire. Dans le corps du mémoire, comment vous présentez une image dans le corps du mémoire? Par exemple, là, c'est un étudiant qui a fait une capture d'écran. Une capture d'écran et là, l'étudiant balance comme ça dans un mémoire. Et quand on voit ça dans un mémoire, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas professionnel. C'est vrai, l'étudiant a trouvé des informations. Le mieux, c'est de prendre ces informations. En plus, ce sont des pourcentages, hein. Aller sur Excel, établir un graphique et voilà, ça passe très bien. Établir un graphique. Dans le graphique, on a la liste de ces pays-là avec leurs pourcentages. Après, bon, on présente. Mais comme ça a présenté ça, comme ça a balancé cette image, c'est joli, on voit, oui, vraiment c'est joli, mais ce n'est pas pour un mémoire. C'est joli, c'est pour les magazines. C'est pas pour un mémoire. C'est pour un article de blog sur Internet. Ce n'est pas pour un mémoire. Voilà. Ça ne se fait pas, hein. Ça ne se fait pas. Attention, ce qu'on vous a dit également, les infographies brutes, ce sont des mauvaises pratiques. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, présentation des figures. Ça, c'est l'exemple d'une figure. Ça, c'est l'exemple d'une figure. Quand on présente une figure, il faut qu'il y ait toujours un titre, le titre de la figure, et une numérotation, le numéro de la figure. Si c'est pour la première, c'est la première figure qui arrive dans le texte, vous ajoutez figure 1, 2 points, après vous donnez le titre. Voilà. Et deuxièmement, on dit qu'il faut toujours donner la source. C'est plus conseillé de mettre la source en bas, au bas de la figure. Vous dites source, deux points, un tel document, etc. Mais quand on vous parle de source, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est un lien Internet. Ça, ce n'est pas professionnel. S'il y a un titre pour cet article-là, vous ajoutez le titre. Mais si c'est un lien Internet, on envoie le lien Internet en note de bas de page. Voilà, ne vous inquiétez pas, j'y reviens parce que c'est important. On va en parler, surtout on va en parler lors de notre dernier cours. On va en parler. J'espère que Dieu va nous bénir pour qu'on puisse solide, hein, et vivant pour ça. Et, et là, on va en parler parce que c'est important. On ne peut pas présenter sur ce format-là. Alors là, seulement dans cette présentation-là, l'élève a fait trois fautes. La première faute, il n'y a pas de titre et numérotation déjà de la figure. Et deuxième faute, l'étudiant a présenté une capture d'écran, c'est une image brute. Et troisième faute, la source, hein, c'est un lien Internet balancé comme ça. Pareil, voilà, pareil ici. Pareil, c'est un lien Internet, hein. Ça, c'est un problème grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Pareil pour l'image des Red Bull, c'est pareil. On n'a pas le droit de présenter sur ce format-là. On continue. Par exemple, c'est une photo. Oui, c'est vrai. C'est une photo. Que vous prenez une photo, vous ajoutez une photo. On ne peut pas balancer une photo pareille. Là, on voit l'étudiant a ajouté photo 1, 2 points, publicité, adoptenet.com. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, publicité? Non. Alors, c'est une photo, mais il faut donner le lieu que la photo a été prise. Ça, c'est important. Bon, là, c'est un travail personnel, là, mais il faut donner les lieux, la date, si c'est important. Et si la personne ment, on ne sait pas. Il faut donner les lieux et la date. Ça, c'est important pour une photo pareille. Soit on accepte de mettre photo, ou bien on ajoute figure. Figure, une photo, c'est une figure. Un graphique, c'est une figure également. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Alors, je reviens, pareil, c'est présentation des figures sans numérotation et sans référence identifiable et respectent les normes APA. Tout ce que je suis en train de dire là, ce sont les normes APA. Les normes APA ne sont pas là seulement pour juger les références bibliographiques, c'est pour juger la qualité de présentation de votre travail, de votre mémoire également. Par exemple, quand vous ajoutez une figure, un tableau, les annexes, tout concerne les normes APA. Voilà, c'est pareil, hein. Là, on a dit il faut que la source soit bien écrite. Bon. Là, c'est une bonne pratique, vous voyez, en termes de présentation.
on voit le titre de la figure, déjà, le titre de la figure, et puis la numérotation de la figure, exemple, la figure 3 et la source de la figure, exemple, Census of the Population in France. Voilà, ça c'est ça. On a mis ça tout en bas. En plus, en italique, j'ai failli oublier ça. La source, c'est souvent, on présente la source toujours en italique. On présente la source en italique. Que ce soit un tableau ou un graphique ou une photo, c'est toujours en italique. Vous n'allez jamais oublier ça. Voilà, c'est comme ça, ça présente. Ça, c'est une bonne pratique au moins. On a une bonne pratique. C'est un exemple à imiter parce que l'exemple respecte les trois critères définitifs, à savoir le titre de la figure, la numérotation de la figure et aussi la source de la figure. Ça, c'est important et très, très important dans le cadre de la rédaction de votre mémoire. C'est ce travail de qualité, ça permet de faire un contrôle de qualité. La forme, c'est la forme qui donne envie d'aller plus loin dans la lecture de votre travail. Mais quand la forme n'est pas respectée, ça démotive le lecteur ou bien la personne qui corrige votre mémoire et vous aurez des surprises. Voilà, on avait vu cet exemple-là, les mauvaises pratiques, déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? Mais de toute façon, avant que ces figures, tableaux, annexes, etc., apparaissent dans un document, il faut il faut les citer quelque part avant, à l'avance. Il faut les citer à l'avance ou bien dans un paragraphe, le paragraphe qui les précède. Et c'est comme ça, on les cite. On dit, par exemple, la figure ci-dessous, la figure suivante, ou bien la figure ci-après. Tout ça, ce sont des manières que vous présentez et vous montrez que vous respectez les normes. Alors, voyons maintenant d'autres exemples. Ça, c'est exemple de bonne pratique, hein. Pareil, hein. Vous voyez, bon, là, c'est un encadré. C'est pour cela, c'est comme ça. C'est un encadré. Alors, le titre, hein, et la numérotation de la figure, c'est bonne pratique. Le titre, ici, et la numérotation. Mais par contre, hein, la référence identifiable de la figure, vous voyez, la référence identifiable aussi. C'est une autre manière que vous pouvez ajouter aussi la source, hein. Là, on voit IRD 2009. C'est un document, une documentation de IRD 2009, hein. Quand on met ça, voilà, c'est pas la peine d'ajouter la source. Si dans la présentation du document de l'IRD, il y avait une autre source, on peut ajouter l'autre source. Même là, ce n'est pas un problème, on peut le laisser pareil. Là, pareil, on a un autre exemple, hein, l'élevage d'autruches, hein, du Sangay, hein, de Carmen en Gambie. Voilà. Et voilà, ça c'est le titre de la figure, il y a la numérotation et également la source, c'est pas Romain. La source, c'est la personne qui a pris la photo. Euh, c'est par Romain Chanson en janvier 2010. 2019 ou 2010, je ne vois pas, janvier 2019. Voilà, ça, ce sont des exemples à imiter parce que c'est comme ça on présente euh, les figures, surtout les figures. Autre chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de terminer un chapitre et de commencer un nouveau chapitre sur une même page. Il ne faut jamais faire ça. Il faut sauter la page, aller à la page suivante. Ce que je vous présente là, c'est un exemple dans un mémoire de master en plus. Étudiant au niveau master, niveau master 2, n'arrive pas à identifier où se trouve le problème. Ça, c'est grave. Voilà, c'est que c'est vrai, vous terminez et puis vous cliquez ici, à côté, vous sautez la page, vous passez à la page suivante pour commencer votre nouveau chapitre. Ça, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est important, il faut tenir compte de ça. Chaque fois que vous faites ce genre d'erreur, on vous enlève des points. Et voilà, quand on dit le travail de mémoire, ça vous permet de vous construire personnellement, de vous former personnellement, de prendre du recul sur certaines choses, d'être conscient de la qualité du travail de qualité. Et quand vous faites ce travail et vous êtes prêt à affronter la vie, à être responsable de n'importe quel secteur, de n'importe quelle région, de n'importe quelle partie dans un pays, même un pays, parce que
vous avez été passé au niveau du moule et ce moule-là vous aide à aller vers l'avant. Ça, c'est important. Il faut penser à ça. Et il y a des critères à respecter. Les normes sont importantes. Il faut les respecter. Sans normes, on est largué. Voilà. Ça, c'est important. Bon, ça, c'est une mauvaise pratique. Il ne faut pas répéter. Une bonne pratique, vous voyez que l'étudiant commence dans une page blanche, dans une nouvelle page, et cet étudiant-là a tellement bien présenté son travail. L'étudiant commence par le chapitre 3. Il parle de quoi il va en parler déjà. Il a dit c'est modèle conceptuel et hypothèse de recherche. Bon. Et après, l'étudiant saute à nouveau une nouvelle page pour aller commencer sa rédaction. Ça, c'est une bonne pratique, c'est un élément important à tenir compte, hein. Et vous voyez la différence quand vous prenez un livre qui a été écrit par un charlatan et un livre qui a été écrit par un académicien, on voit la différence. Quand je dis académicien, c'est quelqu'un du monde universitaire, un universitaire en quelque sorte. On voit la différence. Mais quand c'est un charlatan, hein, on voit l'étude et la personne cherche à exploiter les pages maximum possible, hein, mais la personne ne pense pas à la qualité de présentation de son travail. Alors, c'est ça qu'on vous aide déjà dans le cadre de ce travail, on vous aide à aller plus loin. Alors là, on a des bonnes, on a des mauvaises pratiques. On a des bonnes déjà. Euh, Référence bibliographique Internet. Bon, là encore, c'est extraordinaire, hein. Un étudiant qui met sous ce Wikipédia. Bon, si je tape Wikipédia, je ne vais rien trouver. Je ne vais pas trouver le document que la personne fait référence ou bien même l'information que la personne mentionne. Je ne vais jamais trouver. Wikipédia n'est pas une source. Wikipédia n'est pas une source. Ça, c'est important. Il y a autre source, c'est définition, marketing, slash, etc., etc., études quantitatives. Bon, là encore, c'est une mauvaise présentation. C'est une mauvaise pratique. Ce qui nous intéresse, c'est le titre, c'est vrai, il faut donner le titre de l'article, hein. Après, on peut ajouter le lien Internet qu'on appelle permalien ou hyperlien, comme vous voulez, hein, ou bien URL, comme vous voulez. On peut ajouter URL Internet et sans oublier ajouter la date de consultation de la référence. Parce que c'est sur Internet, hein, d'un bon jour, la personne qui a écrit cet article, ou bien le média, ou bien l'agence qui a écrit cet article peut décider de supprimer l'article. Voilà, ça, c'est pour cela qu'il faut toujours donner la date de consultation. Comme ça, quand on va cliquer, quand on va taper, même si on ne trouve pas, on va dire, ah bon, peut-être on peut avoir une idée sur quand l'article a été supprimé. Parce que c'est important, il faut tenir compte de ça. Il faut tenir compte de ça parce que c'est important. Là, c'est référence Internet, c'est sur ce format-là qu'il faut présenter. Là, par exemple, c'est un article de blog. Il y a un article de blog, il y a seulement le titre de l'article, il n'y a pas d'auteur pour l'article. Mais quand il y a quelqu'un qui a écrit l'article, il faut ajouter le nom de l'auteur. Le nom, c'est toujours le nom suivi de l'initiale du prénom et entre parenthèses, ce sont des noms à part. Et on met la date entre parenthèses et virgule, et puis on ajoute le titre de l'article. Et après, on ajoute également le lien Internet de l'article. C'est comme ça on présente et sans oublier la date de consultation de cet article, hein, parce que c'est important. C'est important. C'est ça qu'on est en train de faire, hein, de vous aider à faire et à faire mieux dans la présentation des références bibliographiques, hein, dans le cadre de votre vie de littérature. Et là, encore, là, cette personne-là est totalement hors du sujet. C'est pas comme ça. On présente une source, hein. Vous savez très bien, ce n'est pas comme ça. Le mieux, si la personne présente déjà le titre de l'article, s'il y a un titre, et après, la personne envoie en note du bas de page. Sinon, la personne peut ajouter source, et après, la personne envoie en note du bas de page. Là, on n'a pas de problème si c'est en note du bas de page. Ça ne gêne pas à la qualité du document. Ça, c'est important. Question de qualité. Voilà, on a d'autres exemples, hein. Déjà, quand on a dit qu'il faut envoyer en note de bas de page, hein, voilà, l'idéal, c'est de renvoyer en note de bas de page, hein. C'est une bonne pratique. On voit des exemples là. Ça, ce sont des exemples. Ce sont des exemples en note de bas de page. Voilà, c'est ça.
Mais ici, là, pour la pluie mousseline, là, pareil, c'est comme l'exemple de tout à l'heure, ça ne correspond pas. Ça ne correspond pas. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ici? Que l'étudiant n'avait pas ajouté le titre et le numéro de la figure. Mais par contre, ici, on a un titre et une numérotation. Cette partie-là, c'est bien, mais par contre, la source, ce n'est pas bien. Voilà, parce qu'on cherche, on vise la perfection. C'est toujours comme ça dans un mémoire. Quand on voit un mémoire, dépendamment dans quel pays où vous êtes, on voit la personne à environ 18 sur 20, 18 sur 20, euh, qui est environ 90 hein, sur 100. Alors, c'est énorme. C'est énorme. L'étudiant a beaucoup travaillé. Mais quand l'étudiant n'a pas travaillé, on donne 60. On donne 60, on met 50 aussi, on reste pile à 50 sur 100. Mais ou bien 10 sur 20, vous voyez, c'est comme... Ou bien, voilà, ça c'est important. Pour les tableaux, on parlait des graphiques et les tableaux, comment ça se présente? C'est pareil. Il faut qu'il y ait un titre et une numérotation du tableau. On dit tableau 11, et après on ajoute le titre du tableau. Et en dessous, on ajoute la source. Ça, c'est important. C'est ça, on dit le titre du tableau, la numérotation du tableau, tableau 11, et la source du tableau. Ce sont ces trois choses qu'on met. C'est pareil pour la figure. On avait dit le titre de la figure, la notation de la figure et la source de la figure. L'origine d'où ils ont puisé ça. C'est important. Il faut tenir compte de ça. D'accord? Bon, de toute façon, vous verrez ces exemples hein, qui vont être utiles pour vous. Alors, bon, là, c'est comment on envoie en note de bas de page. Hein. Ça, parfois, on a du mal à le faire. Si vous avez du mal à envoyer en note de bas de page, vous voyez cet exemple-là. Vous pouvez ajouter une note de bas de page ou bien une note de fin. Une note de bas de page, c'est quand vous avez quelque chose à dire ou bien faire référence, quand vous dites quelque chose. Vous voulez faire référence, il y a plusieurs références. Au lieu d'ajouter l'ensemble de ces références, on envoie en note de bas de page. Ou bien quand on a une explication à donner aussi, on envoie en note de bas de page. Voilà. Mais quand on a un concept à expliciter, mais on n'a pas assez d'espace, on ne veut pas envoyer en note bas de page, on envoie en note de fin. Voilà, tout se passe dans Word. Vous allez dans Word, document Word que vous êtes en train de rédiger. Vous allez chercher référence. Vous ajoutez le curseur à côté. Par exemple, si on veut envoyer après le point d'interrogation, on va dans référence, on cherche hein, le AB avec un sous-entendu là et on clique dessus et ça nous envoie automatiquement en note de bas de page. Pour note de fin, c'est pareil. On clique immédiatement, on va insérer une note de fin. Voilà, vous sélectionnez, comme ça, vous envoyez note de fin. OK? C'est l'exemple. Pareil, là, on a un exemple, voir, c'est plus long, hein, voir cette information-là. C'est comment on envoie un note de bas de page. Ça, c'est un note de bas de page. Autre mauvaise pratique de rédaction, les titres et numérotation des titres inappropriés. Des titres, des sous-titres, des chapitres, etc. C'est inapproprié. Bon, là, on voit l'étudiant a mis un en chiffre romain slash revue de littérature. Bon, qu'est-ce que ça signifie en chiffre romain? Ça, c'est en tant que, en termes de respect des normes à part, l'étudiant passe un peu à côté de la plaque. Ça, ce n'est pas bien. Il faut revoir cette présentation. On peut mettre dans un point de littérature. Après, on va avoir 1.1, 1.2, etc. Pareil. On ne peut pas avoir un en chiffre romain, après on a un en chiffre arabe et après on a un ordre alphabétique A, B, C, D. Ça n'existait pas. C'est soit on commence par 1, après on fait 1.1, 1.2, 1.3, etc. Ça, c'est une mauvaise présentation. Là, on vous pénalise.
Et bon, là, on a un exemple de bonne pratique, de meilleure façon, vous pouvez illustrer, présenter vos références, votre plan, la table des matières ou bien les titres. Vous pouvez numéroter les titres et les sous-titres. Ça, c'est une bonne manière de présenter. Vous voyez, chapitre 1, section 1, section 2. Section 2, si on a section 2, on a 2.1, 2.11, etc., 2.2, 2.21, etc., 2.3. Voilà. Ça, c'est un exemple. On a autant de niveaux. On vous conseille d'arriver à 3 niveaux. On peut aller jusqu'à 4 niveaux aussi. Mais à 3 niveaux, voilà, ça ne déborde pas. OK? C'est ça, on vous conseille, Déjà, on a la bonne pratique, c'est cette pratique-là à mettre en application. Je vous conseille d'utiliser et d'aller plus loin. Bon, OK. On parle d'hypothèse. Maintenant, on a terminé la rédaction de la revue de littérature. On veut aller sur les terrains. Pour aller sur les terrains, on doit formuler un ensemble d'hypothèses. Et après les hypothèses, il faut appliquer une méthode. Bon, mais avant, n'oubliez pas, votre revue de littérature représente 50% de votre travail. 50% de votre travail, ça, il ne faut jamais oublier ça. Bon, parfois, ça descend à 40%, mais c'est environ 50% de votre travail. Alors, première chose à faire, déjà, il faut déjà réaliser un pré-test sur votre revue de littérature en fonction de certains critères. C'est ça qu'on va essayer de voir. Alors, ça, c'est une grille d'évaluation que j'utilisais souvent avec mes étudiants. Cette grille-là vous aide et aussi, c'est une grille que j'utilisais sur les mémoires de mes étudiants. Ce n'est pas avec mes étudiants, plutôt sur les mémoires de mes étudiants. Alors, avec cette grille-là, vous voyez les éléments importants sur lesquels on est basé notre réflexion pour évaluer votre mémoire. Déjà, expression écrite, orthographe, grammaire, c'est sur 5 points. Donc, en tout, bon, c'est un ensemble de 20 points. 5 si vous êtes sur 100, 5 sur 20, multiplié 5 5 par 5, 5 fois 5, 25. C'est comme si on dit c'est sur 25 points, sur 100. Autre chose, la clarté du sujet proposé et des objectifs poursuivis. Ça, on avait beaucoup parlé lors de la formulation du sujet, il faut que ça soit clair. Les objectifs poursuivis, quand on parle des objectifs poursuivis, là, on est en affaire avec l'objectif de votre travail. Les résultats attendus. Les objectifs poursuivis sont considérés comme les résultats attendus. Vous savez ça très bien dans les projets, c'est pareil. Pertinence de la problématique choisie. La pertinence de la problématique choisie. Est-ce que votre problématique est pertinente ou pas? Voilà. Vous allez vous juger vous-même. Exposer pertinence de la méthode du travail pour traiter la problématique. Comment allez-vous procéder pour répondre à la problématique posée? Ça, vous expliquez cette information et ça nous aide. Après, comment vous présenter la bibliographie et la rubographie. Parfois, les gens disent rubographie, cytographie, c'est toujours la même chose, non? Bibliographie, c'est tous les documents d'articles scientifiques, de recherche, les livres. Et webographie, ce sont les articles du blog qui se trouvent uniquement sur Internet. On n'a pas accès au format papier. Et on ne peut pas avoir accès aussi. C'est seulement sur un blog ou bien qui se trouve sur les sites d'information, les sites de médias en ligne, les radios, télé en ligne, ou bien la presse écrite en ligne. Tout ça, ce sont ces sources-là. Voilà, ça c'est un exemple. On a un autre exemple. Là encore, là, on aille plus loin. On a tout au départ, c'était la première partie sur l'introduction générale. Mais là, on est entre l'introduction générale et la revue de littérature. Bon, là, c'est plus explicite. Vous voyez un ensemble de quotas. Vous voyez A, c'est excellent. La personne a 20 à 16, entre 16 et 20 sur, euh, sur 20. Très bien. La personne a entre 14 et 19. Et la personne a bien, la personne a entre 12,5 et 14. Après, il y a correct, c'est 12 en 11 et 12,5. Et passable entre 10 et 11. Voilà, passable.
Voilà, ça ne suffit pas ça. Très faible, la personne a moins ça que 10 sur 20. Et puis, la personne est très, très faible, hein, très faible. Et quand la personne a une note inférieure à 8 sur 20. C'est Farid 40, en quelque sorte, la personne a moins de 40 sur 100. OK. Bon, ça c'est du racontant, mais ce qui est important de voir déjà, pour cette évaluation, il y a un ensemble de critères à respecter. Quand on a une grille d'évaluation pareille, on ne peut pas faire fausse route parce que tout est respecté de A à Z. Euh, Dans votre travail, vous allez voir la formulation de votre problématique. Comment elle est? Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est correct? Normalement, vous devez être entre bien et excellent. Voilà. Le correct, on laisse ça pour les étudiants qui ne travaillent pas. Mais vous travaillez, il faut être entre correct, entre bien et excellent. Voilà. Et la qualité et la diversité des sources, hein. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que l'étudiant a utilisé des mémoires de fin d'études, des exemples de mémoire, des articles scientifiques, hein, des thèses, hein, scientifiques, des livres, aussi des périodiques, hein, et aussi d'autres sources, hein. Voilà, ça c'est important, hein. On va juger en fonction de ces sources-là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le mémoire dans la revue de littérature, on regarde les auteurs qui sont cités. Voilà. Et en termes de qualité, est-ce que ce sont des auteurs qui sont pionniers dans leurs travaux? Est-ce que ce sont des auteurs qui sont reconnus dans leurs travaux? Ça aussi, dans leur champ d'études. Ça, c'est important. Identification des cadres théoriques. Vous vous rappelez, je vous ai parlé des cadres théoriques. Ça, c'est important. Sur quelle théorie vous êtes basé pour argumenter vos choix, pour argumenter, pour soutenir votre revue de littérature? Sur quelle théorie? Ça, c'est important. Justification théorique de la problématique. Ça aussi, hein. Vous justifiez votre problématique, mais sur le plan théorique, qu'est-ce que ça va amener sur le plan théorique? Capacité à synthétiser la revue de littérature. Synthétiser la revue de littérature, ça signifie que vous faites appel à plusieurs théories, plusieurs auteurs, vous mettez en confrontation, pas en contradiction, vous mettez en confrontation dans un chapitre, dans les chapitres de votre revue de littérature, dans le chapitre de la revue ou les chapitres de votre revue. C'est ça qu'on vous demande. C'est ça. Vous faites ce travail et après, vous connaissez les résultats. Ça, c'est le premier travail, déjà. On vous demande de faire. Et capacité à construire un raisonnement à partir de la littérature. Vous présentez la littérature, mais qu'est-ce que vous faites à la fin? Au début, vous faites une introduction et à la fin, vous faites une conclusion. C'est dans la conclusion que vous faites à la fin, c'est là que vous argumentez plus. Vous prenez du recul. Vous faites évoluer les idées que vous avez, avec lesquelles que vous avez pu travailler, ou bien les idées que vous avez pu rencontrer dans la rédaction. C'est là que vous vous positionnez, vous commencez, vous tentez de répondre à la problématique. Tentez, j'ai bien dit, vous tentez de répondre. Vous montrez que votre capacité sur le plan théorique. Alors, autre chose, c'est respect les normes des... On avait beaucoup parlé. Et puis, qualité de votre présentation, orthographe, style rédactionnel, mise en page, etc. Ça, c'est important. Je vois souvent les élèves envoient leurs travaux qui n'ont même pas paginé. C'est ça, on parle de numérotation, la numérotation des titres, hein, des figures, des tableaux et aussi la pagination. C'est important. Ça fait partie des normes de qualité. Donc, la présentation des sources, hein, aussi, des normes de qualité. Voilà. Ça, c'est important. Par rapport à ce travail-là d'évaluation, les erreurs à ne pas commettre, hein, c'est de citer des articles pertinents à distance. C'est juste vous glisser. Quand ce sont des articles pertinents, vous faites en quelque sorte un premier l'article et puis vous prenez les parties qui concernent votre travail, vous argumentez. Parce que ces articles pertinents sont les bases de votre travail. C'est ça qu'on appelle cadre théorique. L'identification des cadres théoriques, ça établit la base de votre travail. Et parfois, vous oubliez de citer des articles influents. Ça, c'est important. Ce travail-là, et si vous travaillez sur le tabagisme, la consommation du tabac, les gens qui fument,
Là, il faut être au courant de quel article qui est important sur le tabagisme. Ça, c'est important. Par exemple, si vous travaillez sur l'adoption des technologies, il faut l'adoption, bien l'acceptation de l'utilisation des technologies. Il faut connaître les auteurs de référence et les articles pertinents qui en parlent. Et autre chose, ça, c'est vous vous concentrer sur les résultats, mais pas sur les insights. Les résultats, vous avez dit, quand vous basez sur les résultats, parfois vous donnez parfois des chiffres, hein, déjà quels résultats qu'ils ont fait. Ou bien vous trouvez, vous posez les tendances, mais vous n'allez pas au-delà. Quelles sont les contraintes qu'ils ont pu rencontrer dans le cadre de ce travail? Quelles sont les contraintes? La résistance entre les personnes pour et les personnes contre. Ça aussi, ça c'est important. Alors, bon, je reviens sur les cadres théoriques, hein. Cadres théoriques, on avait dit, c'est déterminer les théories, les concepts clés et les idées préexistantes en lien avec votre sujet. Ça, c'est cadre théorique. Sur quoi êtes-vous basé? Sur quelle théorie êtes-vous basé? On dit ces idées, ces théories et concepts donnent un cadre à vos recherches. Voilà, c'est le cadre de votre travail, en quelque sorte. Quand vous faites ce travail, vous démontrez que vous connaissez ce que vous présentez. Vous avez des éléments clairs dans votre tête, vous avez des idées claires par rapport à ce que vous présentez. Vous connaissez ce que vous faites, vous maîtrisez votre sujet. Ça, c'est important. Il faut penser à ça. On a un exemple, on a Venkatesh et ses alliés dans une étude sur l'adoption, sur le modèle d'adoption des technologies dans un cadre personnel. Ils ont utilisé des concepts et idées déjà développés par M. Davis dans son modèle sur l'adoption des technologies. Voilà. Alors, cet auteur et ses alliés ont basé leur étude sur ce qu'un autre auteur avait réalisé dans le passé. Ça, c'est ça qu'on vous demande de faire dans le cadre de votre réflexion, le cadre théorique ou bien votre revue de littérature. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Et bon, je crois que j'avais dit j'allais prendre dans 30 minutes, hein. Oui, c'est ça. Je respecte bon, je prends 40 ans. Je prends 40 minutes pour vous expliquer. Et maintenant, il nous reste 30 minutes à passer sur un autre volet. C'est le volet. On va se contenter. On parle d'hypothèse qu'on a déjà terminé la revue de littérature. On va faire une grosse synthèse à la fin de la revue de littérature. Et cette grosse synthèse va être utilisée pour faire émerger des hypothèses. C'est ça qu'on va essayer de voir. Les hypothèses. Alors, et je peux arrêter. Voilà, on passe à autre chose. Alors, j'appelle ça vers la conception et la collecte des données. Parce que on ne peut pas collecter des données sans avoir des hypothèses. Il faut formuler des hypothèses avant de collecter des données. Et les hypothèses sont formulées à la fin de la revue de littérature. C'est, Ce sont les hypothèses qui permettent de conclure la vie de littérature. Mais avant d'arriver aux hypothèses, il faut terminer la validation de la revue de littérature. Pour valider votre revue de littérature, il faut utiliser déjà la grille que je viens de vous présenter qui vous permet de valider votre revue de littérature. Cette validation, on appelle ça validation de contenu. C'est juste des contenus. Il y a plusieurs validations dans le cadre de mémoire. Il y a validation de contenu, validation faciale et puis validation instrumentale. Validation de contenu, c'est la littérature, c'est du contenu. Validation faciale, c'est quand vous avez un questionnaire où vous envoyez à quelques experts, en quelque sorte, pour que ces experts puissent vous donner leur avis sur votre questionnaire. Ça, c'est facial. C'est une façon. Et puis, bon, le reste, on verra. Après, il y a des validations prédictives, hein, tout ça, c'est quand vous menez votre enquête, vous commencez à analyser les données. C'est ça. Alors, pour rappel, on dit la revue de littérature, hein, c'est la titre de rappel, la revue de littérature donne des indications sur les lacunes académiques du sujet de recherche et aide à situer votre propre recherche. Ça, c'est important. La revue de littérature, c'est vous
Et en plus des éventuelles lacunes dans le cadre de votre travail, et ça vous aide au moins à structurer votre travail. Dans le champ, dans votre champ, s'il y a des lacunes, des auteurs qui ont pris le contre-pied du sujet pour dire à quel point que le sujet reste limitant, et après, ça vous permet de structurer votre réflexion. Votre méthodologie et votre cadre, hein, déjà, est conçu en fonction de votre auto-évaluation. C'est ça qu'on avait parlé tout à l'heure. On avait parlé de l'auto-évaluation. Vous vous évaluez vous-même. L'auto-évaluation qui se passe par, ou autotest, qui se passe par la grille que je vous ai présentée tout à l'heure. À partir de cette grille-là, vous regardez votre mémoire, vous allez vous juger vous-même. Voilà. Voilà. Dans la partie empirique, hein, la première étape, c'est de chercher à positionner votre travail ainsi que le processus que vous proposez d'adopter. Bon, on parle de partie empirique une fois qu'on termine avec la littérature. Alors, pour parler de la partie empirique, il faut que vous ayez déjà des hypothèses formulées. Ça, c'est important. On dit que c'est la deuxième partie du mémoire, la partie empirique. Ça permet de collecter des données primaires, des données du terrain, des interviews, des sondages, des observations. C'est important. Et en utilisant des données secondaires déjà, à partir d'une base de données. Si vous travaillez, déjà vous avez votre base, vous allez travailler dans une entreprise, dans un secteur, il y a déjà des données. Vous travaillez dans un hôpital, par exemple, il y a déjà des données patients. Vous pouvez les utiliser. Ça, c'est l'étude empirique. Ce sont des données qui sont disponibles, hein. On dit ça, c'est des données secondaires, mais ce n'est pas vous qui les avez collectées. C'est pour cela qu'on parle des données secondaires ou des données de seconde main. Données de première main, alors, ce sont les données primaires. Bon, c'est ça, on va voir. Est-ce que c'est une approche quantitative? Vous allez vous questionner. Si c'est quantitatif, c'est quand vous faites études quantitatives, vous allez mener des enquêtes euh, quanti. Et si c'est qualitative, hein, déjà, vous allez mener des entretiens. C'est une approche qualitative, vous allez mener des entretiens. Tout ça a un impact dans la manière que vous formulez vos hypothèses. Les hypothèses pour les données, pour les approches quantitatives, c'est généralement, hein, c'est formulé de manière positive et significative. Ça a un aspect positif et significatif. Ça a un aspect significatif. Ça a un impact positif et significatif. Ça a influence positive et significative, etc. Voilà. Approche quantitative, ça sous-entend que vous avez des hypothèses à tester ou mesurer. Mais approche qualitative, c'est vous avez des hypothèses à explorer. Vous cherchez à explorer, vous cherchez à comprendre. C'est là. On va y revenir. Approche quantitative ou étude quantitative, c'est pour tester les hypothèses, c'est pour mesurer un phénomène. Approche qualitative, c'est pour explorer un phénomène, c'est pour chercher à comprendre un phénomène. Vous ne mesurez pas, vous cherchez à comprendre. Voilà, c'est simple. Et parfois, on fait les deux en quantitatif et qualitatif. Là, vous êtes dans l'interprétativisme, vous cherchez à interpréter un phénomène. Et comme ça, c'est comme si vous faites une étude de cas avec une partie quantitative et une partie qualitative. Euh, Aussi, pour cette partie empirique, il y a la partie qu'on appelle le mode d'échantillonnage. Là-dedans, vous parlez de la taille de l'échantillon et à interviewer ou bien à enquêter. Ça, c'est important. Les différents modes d'échantillonnage, est-ce que c'est échantillonnage probabiliste, est-ce que c'est échantillonnage raisonné, etc. Alors, tout ça, on aura le temps d'en parler. Bon, c'est important de vous prévenir dès maintenant. Là, déjà, c'est la fin de la littérature. Qu'est-ce qu'on fait? On commence, on a toutes ces réflexions. Alors, par quelle voie vous comptez collecter des informations sur le terrain? Est-ce que par questionnaire, par guide d'entretien, guide d'observation, etc. Ça, c'est important. Vous posez ces genres de questions. Alors, une revue de littérature est validée, ça, on est toujours dans la validation du contenu, c'est quand la revue de littérature n'est pas hors sujet.
Hors sujet, ça signifie que ce que vous dites dans la revue de littérature correspond à ce que vous avez formulé comme problématique. C'est ça, hein. Et bon, autre chose, une revue de littérature validée, c'est quand elle contient des références assez récentes, hein, sans oublier les plus anciennes qui sont incontournables pour votre sujet aussi. Ça, il ne faut pas oublier ça. Des références très récentes, hein, bon, ça, c'est vendredi, j'ai lu un mémoire avec un étudiant. L'étudiant présente, hein, des références, hein, les plus récentes, ça date de 2009, hein. Mais là, il y a un problème. On travaille sur des sujets de société. On ne peut pas avoir des références qui datent aussi lointaines. Ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Par exemple, quelqu'un qui travaille sur l'intelligence artificielle, hein. L'intelligence artificielle, on peut avoir deux, trois références qui datent avant parce qu'il faut montrer le cheminement. Mais bon, l'intelligence artificielle, là, on sait que c'est à partir de l'année 2022 que l'intelligence artificielle arrive en poupe. C'est à ce moment-là, on peut avoir des références datant 2001, 2002, 2003 et 2004 aussi. Voilà, c'est ça. Même si on peut avoir des références antérieures. Bon, ça, ce n'est pas un problème. Pour montrer d'où ça sort. Ça, c'est important. Elle contient des sources pluridisciplinaires, des sources diversifiées. Ça, c'est important dans plusieurs secteurs, plusieurs domaines de recherche. Ça, c'est important d'avoir des sources diverses. Ça, c'est important. Elle a bien argumenté les apports des différents auteurs, même de manière chronologique, hein. Ça, c'est important par rapport au concept ou au terme identifié. Elle fait référence, hein, elle fait différence entre les informations essentielles et les informations indispensables pour la problématique étudiée. C'est ça quand on a parlé du cadre théorique. Vous donnez des exemples, hein. C'est important de donner des exemples. Elle respecte les normes en matière de citation, pagination, illustration. C'est tout ce qu'on avait parlé au début du cours. Ça, c'est important. Voilà, respecte des normes, le respect des normes qu'on appelle généralement les normes APA sur les illustrations, les paginations, les numérotations, les figures, les tableaux, les sources, etc. Et alors, toujours, on continue. Des citations, des références dans les textes, hein. On dit ces citations sont cruciales pour la revue de littérature parce que ça permet de voir que vous ne partez de rien, vous ne partez pas de rien. Vous commencez à partir de quelque chose. Vous basez votre travail sur des travaux antérieurs. Ça, c'est important. On dit votre revue de littérature doit contenir des citations et des références aux citations. Ça, c'est important. C'est pas seulement vous balancer les citations, mais il faut donner des références. Ça, c'est ce travail-là qu'on vous demande de faire. Et votre rédaction aussi, hein, c'est important. Il faut que ça soit validé, il faut que ça soit basé sur des considérations ou déclarations des auteurs des références ou des scientifiques des références. Ce que les auteurs disent. Les gens qui travaillent dans le management, dans la gestion, les références que les gens utilisent, c'est les références de Michael Porter, des fois, une stratégie Michael Porter, ou bien, dépendamment de votre domaine, hein, Philippe Kotler, hein, ici Philippe Kotler, qui est une sommité intellectuelle dans le domaine de la gestion, stratégie des entreprises. Voilà, ça c'est important, il faut tenir compte. Dans la technologie, on a les deux qu'on vient de citer tout à l'heure, Davis et Venkatesh, qui sont deux références. Citation de référence. Alors, la question, c'est comment identifier les auteurs de référence sur un sujet quelconque. Les auteurs de référence sur un sujet quelconque. Alors, c'est quand on va, bon, là, tout le monde utilise Internet. Vous allez sur Google, vous tapez un concept, le concept clé de votre sujet. Vous tapez qui a inventé. Qui a inventé ce concept? Voilà. Vous tapez qui a inventé ce concept. Là, vous allez trouver des réponses. Et ces réponses, hein, ne sont et qui, le nom de la personne, c'est l'auteur de référence. Ou bien vous tapez qui a travaillé sur tel ou tel concept. Et quand vous tapez qui a travaillé sur tel ou tel concept, qui a travaillé la première fois sur ce concept-là, ou bien sur ce thème-là, c'est
Et la réponse va émerger, la réponse qui s'émerge, on va voir, c'est l'auteur des références. Voilà, c'est l'auteur des références. Il faut citer cet auteur-là. Quand on cite, on voit qu'on respecte les noms. Voilà. Alors, en gros, c'est tout ça qu'on vous demande de faire, de bien identifier ces auteurs des références. Voilà, il ne faut pas passer à côté. Si vous passez à côté, il y a un problème. Voilà, encore, bon, comme je travaille un peu sur tout ce qui concerne les valeurs sociétales. Les valeurs sociétales, il y a tout ce qui concerne, il y a un auteur qui s'appelle Jean-Noël Capferret qui travaille beaucoup plus sur les valeurs sociétales. Les gens qui travaillent sur la fidélisation, recommandation, la expérience, hein, aussi expérience utilisateur. Les gens parlent souvent des Oliver. Oliver, même si c'est un auteur qui date du... Voilà. Pareil, les personnes qui travaillent sur les technologies dans les entreprises, il y a McLean et Dillon aussi, ce sont des auteurs de référence. Une fois que vous faites ce travail, vous avez bien travaillé votre littérature, vous avez bien identifié les auteurs de référence. C'est là, vous faites une grosse synthèse à la fin. C'est dans cette synthèse-là, vous allez faire émerger les hypothèses. C'est ça que je vous ai dit. À la fin de la littérature, il est recommandé de faire une conclusion qui soit basée sur tous les chapitres et sections de cette revue afin de proposer des éventuelles réponses à la problématique de départ. Ça, c'est important. Faire émerger des thèmes à étudier dans la deuxième partie du travail et construire ou faire émerger des hypothèses et faire des propositions. Ça, c'est important. On ne peut pas terminer une revue de littérature sans faire cette grosse conclusion. Et là, vous cherchez à vous rapprocher des éventuelles réponses à la problématique de départ. Vous cherchez à faire émerger des thèmes que vous allez que vous espérez à travailler dans la deuxième partie, la partie empirique. Vous construisez ou vous faites émerger des hypothèses testables ou mesurables ou des hypothèses ou bien des propositions à comprendre dans le cadre de la deuxième partie. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. On ne vous demande pas beaucoup, on ne demande que ça. Moi, il me reste environ 18 minutes pour que je vous passe la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, à les écrire pour les poser après. Bon, là, on a un exemple. On a un exemple à la fin déjà. À la fin, on a un sujet, on a une problématique de départ. Par exemple, les facteurs favorisant l'utilisation des téléphones portables. Quels facteurs qui favorisent l'utilisation des téléphones portables? C'est ça, la problématique. Et des hypothèses, hein, on a comme hypothèse, la facilité d'utilisation facilite l'adoption du téléphone portable. L'adoption signifie, on adopte ça, on utilise ça, on l'approprie, voilà, on adopte. L'adoption est plus forte que l'utilisation. Voilà. C'est ça qu'on a. On peut justifier cette hypothèse à partir des citations de la littérature. Alors, dans la conclusion, vous faites une synthèse globale et vous faites émerger des hypothèses à tester. C'est vrai. Mais vous commencez votre deuxième partie, vous présentez des hypothèses, mais il faut les justifier. On va voir comment on peut justifier. Ça, ce sont des exemples. On vous donne déjà des exemples de justification. Parfois, on dit, on justifie avec le bon sens et aussi on justifie en fonction de la revue. Bon, là, c'est par exemple, c'est pour un travail. Bon, ce travail a été réalisé, ça fait longtemps, en Afrique de l'Ouest, en 2000, depuis longtemps. Hein. Bon, on voit selon l'Union internationale des télécommunications, 4,5 milliards de personnes dans le monde utilisaient un téléphone mobile en 2009, soit un taux de pénétration de 60%. Bon, ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On a une autre justification. On a, selon Davis, Davis qui considère l'utilité perçue et la facilitation d'utilisation perçue en tant que croyance qui détermine l'attitude
comme deux variables exogènes du modèle TAM qu'on avait parlé. Voilà, ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple, hein. Evrard et ses alliés font appel à la notion de validité prédictive dans le cadre d'une relation entre le concept et le comportement. Voilà. On a Nisvin et ses alliés, 2005, hein, ont confirmé que pour les hommes, l'effet de l'utilité perçue sur l'intention était plus important que pour les femmes. Voilà, ça c'est différence de genre. Vous voyez, différence de genre. C'est quand on applique, plutôt on ajoute les facteurs du genre, homme-femme, on voit comment ça impacte à l'étude que vous menez. Voilà. Dépendamment de votre échantillonnage, il faut réfléchir au pourcentage d'hommes, le pourcentage de femmes qui participent dans le cadre de votre travail. Alors, ça a une influence. Il y a aussi, hein, des personnes qui en parlent, des auteurs qui en parlent. Voilà. Voilà. Que ce soit féministe ou pas, bon, et des auteurs en parlent. Selon Ogden, hein, la TCP, suivant les contingences, n'est pas prédictive ou apporte un niveau faible. Voilà. Ça, c'est comme ça. Vous basez ce sont des auteurs de référence qui concernent un travail quelconque. Ah, ce travail-là n'est que l'utilisation des technologies, hein, ou bien téléphone portable, technologie. C'est pour cela que l'auteur, l'étudiant a fait appel à ces auteurs de référence pour pouvoir justifier ces hypothèses. Bon, on n'a pas les hypothèses en présence, mais bon, c'est de cette manière-là que l'étudiant avait abordé son sujet. Alors ça, on va voir ça. On va voir ça, les propositions d'hypothèses, on va voir ça. Propositions. Quand on dit propositions, ce sont des formulations qui ne sont pas des hypothèses, mais ce sont des hypothèses en quelque sorte. Mais la façon dont ça se présente, on dit, là, ce n'est pas une hypothèse, ça. OK. On a d'autres citations. Bon, je ne vais pas tout dire, hein, là. Ça, c'est bon, ouais, ça, c'est sur l'expérience, hein, utilisateur, sur recommandation, fidélisation. Je ne vais pas tout dire, hein, mais bon, ça, je vous aide à découvrir tout seul. Alors, on a d'autres également, hein, et qui sont intéressants. Ça, c'est sur la diffusion des technologies. Ça, c'est Rogers, hein. Quand on parle de Rogers, on parle de la diffusion des technologies, diffusion des innovations. Comment l'innovation se diffuse, hein, dans une société quelconque, au sein d'une communauté, comment ça se diffuse, comment ça se diffuse, hein, comment ça se vulgarise, tout ça. Voilà, le processus. Ça, on ne va pas entrer en détail, mais bon, il faut penser que ça existe. La motivation aussi, hein, pour parler, vous travaillez sur la motivation. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à faire quelque chose? Ça, on a Holbrook et Ishman. Ce sont deux auteurs de référence. Vous voyez, ça date depuis 1982, mais par contre, hein, c'est un auteur de référence. Il faut citer. Il faut citer. Ça, ce sont ces exemples-là qu'on vous donne. Voilà. Vous aurez le temps de voir comment vous argumentez et ça va vous donner une idée comment argumenter. Bon, ça, c'est pour rappel, hein. Après la revue de littérature, on formule, des hypothèses, hein, qui soient testables, mesurables ou vérifiables. Testable et mesurable, hein, on fait la mesure à partir d'études quantitatives. Vérifiable, c'est à partir d'études qualitatives. Ça, il faut penser à ça. Vérifiable, c'est à partir d'études qualitatives. Les vocabulaires ont leur sens. Parfois, quand on lit un mémoire, même des articles scientifiques publiés par des grands auteurs, on voit qu'ils font souvent ces genres d'erreurs. Ça, ce sont des erreurs à éviter. Après, il y a l'étape de la mise en opération. C'est ça, soit vous préparez un questionnaire si vous allez mener une étude quantitative, ou vous allez réaliser un guide d'entretien si c'est pour une étude qualitative. Ça, c'est important. Étape observation, c'est quand vous collectez les données sur le terrain qui va vous permettre de confirmer, infirmer ou nuancer les hypothèses. Confirmer. Et aussi rejeter, j'ai failli oublier, rejeter. Pour les études quantitatives, soit vous confirmez, soit vous rejetez, et soit vous nuancez. Nuancer, c'est à discuter. Alors, bon, pour les études quantitatives, hein, quand vous avez des résultats à 50%, on dit là, c'est nuancé. Ou bien c'est à discuter. D'accord? C'est à discuter. Mais si vous avez moins que 50%, bon, là, il faut rejeter. Bref.
Ça, c'est comme ça. Voilà, on a le temps d'en parler pour une deuxième fois. Rappel, sur les hypothèses, on dit que les hypothèses sont fondées sur une réflexion théorique. C'est sur la théorie, sur des déclarations. Ce sont des déclarations, les hypothèses sont des déclarations. On dit que c'est basé sur des connaissances antérieures du phénomène étudié. Ça veut dire des données littéraires sur la revue de littérature. Ce que vous avez raconté dans la revue de littérature, ce que vous avez trouvé, puis trouvé. On dit une hypothèse, c'est une présomption des comportements ou une relation entre deux variables ou objets étudiés. Relation entre deux variables. Par exemple, il existe une relation entre une grippe et le fait de se mouiller en forte pluie, de se laisser mouiller en forte pluie. Voilà, avec de fortes pluies et ça provoque la grippe. Vous voyez, c'est la relation de cause à effet. L'effet, c'est la grippe, c'est ce qu'on est, c'est ce qui est escompté. La cause, c'est la pluie. C'est là on dit c'est deux variables. On a deux variables, on a la pluie, on a la grippe. Ce sont des variables qu'on met en relation. Elle explique la logique des relations qui unissent les variables. La logique, dans quel sens? Quelle variable qui influence l'autre? Quel facteur qui influence l'autre? Ça, c'est ça qui nous intéresse. C'est la logique. Est-ce qu'il y a juste une relation, on ne sait pas dans quel sens, et c'est dans le sens de la relation. C'est ça qui nous intéresse. Il y a une influence entre les deux, mais dans quel sens? Qui impacte l'autre? C'est ça qui nous intéresse. Alors, en logique, hein, l'hypothèse stipule le phénomène étudié est antécédent ou est le conséquent ou est le concomitant invariable d'autres phénomènes donnés. Voilà. Les phénomènes, les phénomènes étudiés est un antécédent, c'est ça qu'on met dans la formulation d'une hypothèse. La définition générale de l'hypothèse, c'est une hypothèse est une relation de cause à effet. J'espère que vous n'allez jamais oublier ça. Une hypothèse est une relation de cause à effet. Telle cause produit tel effet. C'est comme ça. On dit une hypothèse énonce une relation causale entre deux conçus ou deux variables. Relation causale, ça explique une cause quelconque. C'est-à-dire qu'elle déclare que A, par exemple, cause B. Voilà, on va prendre l'exemple très simple, hein. Si on est dans un pays à risque, dans un pays à risque, il y a souvent euh, des coups d'État, des mouvements sociaux. Ça peut avoir de l'impact considérable, hein, sur les investissements directs étrangers. Les investissements les investissements directs étrangers vont arriver. Voilà, c'est un exemple comme ça de cause à effet. Pareil, si vous passez 3 jours, vous ne mangez pas et puis vous pouvez tomber malade ou bien vous allez perdre du poids. Voilà, la perte de poids, c'est la conséquence, hein. Et la cause, c'est parce que vous n'avez pas mangé. C'est votre grève des faim. Alors, et elle conditionne au résultat attendu et contexte ou le terrain d'étude. Elle est conditionnelle au résultat attendu, au contexte ou terrain d'étude. Ça, elle est intimement liée à la notion des dimensions. Chaque hypothèse possède un certain nombre de dimensions. La dimension n'est autre que des synonymes, hein, des thèmes connexes. Ça, on verra ça. On dit dimensions, ce sont des aspects connexes. Par exemple, intelligence à la dimension de la performance scolaire, créativité à la dimension de la diversité des projets, adaptation au changement et à la dimension de la variété. On dit l'intelligence à la dimension de la performance scolaire. Quelqu'un qui est intelligent à l'école, voilà, va être plus performant que les autres, hein. Très intelligent et très performant. C'est dans ce sens-là.
dans ce sens-là. Et puis, par exemple, l'habitude, hein, ça a la dimension de la routine. Quelque chose que vous faites par habitude, ça devient une routine et ça devient également un automatisme. Voilà, ce sont des dimensions. Routine, automatisme, habitude, ce sont trois dimensions. OK. La cause est affectée négativement ou positivement. Voilà. Quand vous avez formulé votre hypothèse, vous avez dit telle variable influence positivement ou négativement telle variable. Voilà. Mais on vous conseille beaucoup plus de rester positif. Voilà. La formulation de l'hypothèse est de manière générale, la variable A entraîne la variable B. C'est quoi, c'est quoi une variable? Et comment reconnaître une variable? C'est quoi une variable? Une variable, on dit une variable, c'est un paramètre qui varie, c'est quelque chose qui varie. Une variable, c'est la condition caractéristique qu'un chercheur peut manipuler, contrôler ou observer. C'est ce que vous allez avoir en main. Vous allez contrôler, vous allez manipuler. Et ces variables peuvent prendre des valeurs différentes. Par exemple, on a l'âge des acheteurs, inférieur ou supérieur à 18 ans. C'est ça? Les personnes qui consomment, qui achètent des produits, est-ce que c'est moins que 18 ans ou plus que 18 ans, leur tranche d'âge? Le nombre de cours suivis par les étudiants, 0, 2, 4, 6, etc. Nombre de cours suivis par l'étudiant, ce qui a un impact sur sa réussite scolaire aussi. C'est toujours en fonction du nombre de cours existants. Alors, quand on présente une hypothèse a deux parties, la partie de cause et la partie effet. Et en même temps, la partie cause correspond à une variable qu'on appelle variable indépendante. La partie effet correspond à la variable qu'on appelle variable dépendante. Tout cela, on parle de deux variables, variable dépendante et variable indépendante. La variable dépendante varie, c'est la variable qui change suite à une manipulation, parce que ça dépend de quelque chose. Exemple, évolution globale d'un nombre, global d'un étudiant en fonction du nombre de cours suivis. Ça aussi. Son évolution dépend du nombre de cours suivis. 0 cours, pas d'évolution. 2 cours, ça commence à évoluer. 10 cours sur 10, on a une évolution totale. Variable indépendante, par contre, c'est celle qui ne change pas suite aux manipulations. Ça ne change pas du tout. Par exemple, le cours suivi, le nombre de cours suivis, ça, c'est la variable. Nombre de cours suivis, variable nombre de cours suivis, ça ne change pas, mais c'est l'évolution de l'étudiant, ça change. Alors, toujours pour les notions d'hypothèse, hein, les composantes de l'hypothèse sont les variables et aussi les variables causes, les variables d'effet. Pour les construire, hein, quand on fait la construction de l'hypothèse, on parle de relation de cause à effet entre les deux variables. Et puis, l'opérationnalisation pour les hypothèses, c'est quand on aille sur le terrain pour pouvoir tester. Avant d'aller sur le terrain, l'ensemble des questions que vous allez formuler dans le cadre de votre guide d'entretien ou bien de votre questionnaire, ces questions doivent se baser sur les hypothèses formulées. Voilà, ce n'est pas autre chose, c'est sur les hypothèses. Bon, ça c'est un exercice, vous faites ça chez vous à partir de demain quand vous recevez le document. Vous faites ça chez vous, de voir dans votre travail que vous commencez à penser à identifier les hypothèses et aussi des variables hein, comme dépendantes et indépendantes. Bon, là, on a un exemple hein, d'hypothèse. Il existe hein, une relation entre l'âge des votants, Energy Music Awards, et leur préférence pour David Guetta. David Guetta, c'est un artiste international. Voilà. Et on a comme variable indépendante, c'est l'âge d'un électeur. Et la variable dépendante, c'est préférence musicale. L'âge de l'âge.
Si ce sont des moins jeunes, peut-être ça va augmenter. Si ce sont, ça va diminuer plutôt. Si ce sont des plus jeunes, peut-être ça va augmenter. Oui. Là, si on dit, si c'est pour les 30, 18, 18, 25 ans, on va regarder comment ça évolue. Et puis 26, 35 ans, 36, 55 et plus de 55, etc. Voilà, on va voir comment ça évolue. Ça, c'est important. Alors, ce n'est pas des questions, on ne peut pas avoir des questions de recherche, hein. C'est une question de recherche, mais une question de recherche peut être en deux volets. Voilà. Vous pouvez dire quel est l'impact comment tel processus agit sur euh, tel ou tel phénomène. Et voilà, c'est point d'interrogation. Après, vous rajoutez et quelles sont les implications sectorielles, les implications dans le cadre de votre secteur. Implication managériale, implication marketing, implication des salariés, implication dans le recrutement, etc. Vous voyez? On ne peut pas avoir euh, deux problématiques, deux questions pour une problématique. C'est plutôt une question de volet. Voilà. Alors ça, on a une autre problématique, c'est les spécialistes du marketing qui ont reçu une formation en commerce accordent plus d'attention à la durabilité que ceux qui ne l'ont pas fait. Bon, là, on a statut de la formation spécialiste en marketing, déjà qui est la variable indépendante et la variable dépendante, c'est attitude des spécialistes du marketing à l'égard de la durabilité. Bon, voilà, vous avez ces deux exemples et heureusement, vous aurez accès à ces documents, ça vous permet au moins de formuler vos hypothèses et identifier les variables dépendantes et indépendantes. Quand vous faites ce travail, vous comprenez ce que vous faites. Alors, c'est ça. Pour aller plus loin, on vous montre comment ça se présente et avec la différence entre les variables, euh, entre les hypothèses. Il y a des hypothèses qui sont d'ordre directionnel, il y a d'autres qui sont non directionnelles. Les hypothèses, quelle différence entre les deux? Les hypothèses directionnelles, on sait dans quel sens que la relation existe entre les deux variables. On sait quelle variable qui agit sur l'autre, quelle variable qui fait agir l'autre, qui fait évoluer l'autre, qui fait modifier l'autre. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est pour cela qu'on parle de directionnel. On formule, c'est quand on est certain. On est certain. Mais quand on n'est pas certain, on formule des hypothèses non directionnelles. Dans ce cas, entre les deux variables, il existe une relation, on ne sait pas dans quel sens. On ne sait pas. Mais c'est généralement pour les études d'ordre exploratoire, quand on travaille sur les innovations, l'innovation de rupture, c'est pour la première fois, on ne sait pas comment la société va réagir face à ce produit-là. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas quel facteur qui influence et dans quel sens. Bon, c'est là. Par exemple, là, on dit qu'il existe une relation entre l'âge des votants et leurs préférences musicales. Ou bien on peut dire il y a une différence significative entre ceux qui ont reçu une formation en commerce et ceux qui n'ont pas fait. Une différence entre les deux. On ne sait pas. On ne sait pas lequel qui influence l'autre. On ne sait pas si c'est l'âge des votants qui influence la préférence musicale ou bien la préférence musicale qui agit sur l'âge des votants. Bon. Alors là, on va dire quand on écoute plus de musique et ça, on est jeune, bon, je ne sais pas si ça c'est un peu de philosophie, mais bon, c'est juste pour vous dire dans quel sens ça existe. Par exemple, pour directionnel, on a les électeurs de plus de 45 ans ne préfèrent pas Beyoncé ou les spécialistes du marketing qui ont suivi une formation en commerce ont une attitude plus positive à l'égard de la durabilité. Je vous précise, c'est à utiliser lorsque vous êtes très confiant. Mais on vous conseille, c'est mieux, comme ça tout le monde nous comprend et ça passe mieux. Mais si vous êtes en sociologie, en philosophie, en lettres, parfois, on marche sur des œufs. Le mieux, même en droit, on marche sur des œufs. Le mieux, c'est de formuler de manière non directionnelle si on n'est pas certain. Voilà. Et en plus, la différence de mon expérience, quand on mène des études quantitatives, on vous, on vous conseille de formuler vos hypothèses de manière directionnelle et quand c'est études qualitatives, non directionnelles, c'est mieux approprié. Même si vous formulez directionnel, ce n'est pas un problème, mais bon, voilà.
C'est ça, je crois que mon l'air, j'ai épuisé. Oh, ah ouais, j'ai tout épuisé. Bon, je n'ai pas respecté. Voilà, on va terminer ici. Quand on fait ce travail, hein, avant, pour terminer, vous présentez un petit tableau. Vous présentez l'hypothèse, variable dépendante et variable indépendante. C'est ça, vous faites un résumé dans un petit tableau. Voilà, comme ce petit tableau. Voilà, ce sont ces informations-là qu'on a pu voir. Là, on a d'autres exemples que vous pouvez consulter. Vous pouvez euh, consulter pour aller plus loin. On a un autre exemple, hein, pareil, par rapport aux gens, par rapport aux tranches d'âge aussi, hein. Vous allez plus loin. Comment ça se présente, hein, les hypothèses, hein. L'effet par définition, on dit la cause est appelée la variable indépendante et l'effet est appelé variable dépendante. On l'avait déjà dit. On dit la variable indépendante, c'est le traitement d'intérêt, et la variable dépendante, c'est le résultat ou l'effet de l'intérêt. Ça, je pense que c'est avec cette note qu'on va terminer. Et si vous avez des questions, bon, j'arrête là, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce que la semaine prochaine, dans 15 jours, ce sera le 16, pas le 15, hein, ce sera le 16, hein, ce sera mardi, on revient à mardi 16, hein. On va terminer avec les hypothèses parce que sinon je vous remplis la tête avec toutes ces notions-là. On va terminer avec la formulation des hypothèses et après on passe, hein, déjà à la première étape de la partie empirique. À ce moment-là, on va parler du design, comment vous présentez votre travail, quelle logique, comment vous associez les idées. Et puis après le design, hein, peut-être et à la fin, la dernière, je pas la première séance, hein, dernière séance, hein, ouais, dernière séance. Ouais, c'est le mois d'avril. Bon, on va dire première séance, hein, du mois de mai. On commence par le processus de collecte, hein, échantillonnage, etc. Et commencer par les guides d'entretien, les types d'études qui existent, hein, tout ça. Et puis, ça nous permet d'avancer au fur et à mesure. Avant le mois de juin, on termine avec cette histoire. Et puis, au mois de juin, on commence à parler des recommandations et de faire un peu des résumés. Voilà. Avez-vous des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez allumer votre micro. En plus, vous n'êtes pas nombreux ce soir. Et puis, bon, je suis là jusqu'à, il est une heure. Je suis Vous là. vous me recevez? Oui, oui, je vous reçois. Oui, oui. En ce qui a trait avec les auteurs de référence, je me demande est-ce que ça, ça peut aller avec nous dans les sciences de la santé? Parce qu'il y a tellement des études et généralement ce sont des maladies. Il y a plusieurs. Moi-même, quand je fais des recherches sur les premiers auteurs qui ont parlé sur l'alcoolisme, ça remonte depuis 1800 et tal. D'accord. Maintenant, j'ai du mal à trouver vraiment parce que j'ai trouvé plusieurs auteurs, mais bah, c'est pas vraiment spécifique comme les exemples que vous avez donnés pour la technologie et autres. Je suis un peu perdue. Et ça m'empêche de comprendre la dernière partie de l'exposé parce que j'étais préoccupée par comment je vais faire pour trouver ces auteurs de référence. Mhm. Alors, ouais, c'est important de poser cette question-là pour éclaircir un peu les choses. Parce que ouais, auteur de référence, quel que soit le domaine, il y a quand même un auteur de référence. Comme dans le domaine de la santé, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui ont été primées, hein. Ces personnes-là qui ont réalisé des travaux sur des maladies, soit des maladies ou bien sur des addictions. Ça aussi, ce sont des auteurs de référence, hein, qui parlent des addictions, les causes des addictions. Là, si on parle de l'alcool, hein, c'est l'alcoolisme, hein, c'est plutôt on va voir l'addiction et aussi des habitudes de consommation. Là, on va trouver des auteurs qui en parlent, des auteurs qui en parlent.
Euh, il faut citer ces auteurs-là. Mais parfois, c'est pas un auteur, c'est plusieurs auteurs, hein, c'est un collectif d'auteurs. On commence toujours par le nom de la première personne et après on ajoute al derrière. Bon, là, ok, bon, j'ai pris une note hein, sur l'alcoolisme, hein, peut-être. Hein. Comme Émilie n'est pas là ce soir, moi, j'ai pris note, hein, comme ça, j'ai pu. Ouais, je suggère à Émilie de vous écrire directement. Comme ça, ce serait mieux. D'accord? D'accord, merci. C'est auteur de référence. Alcoolisme. OK. Mais ce n'est pas ça votre sujet. Votre sujet, vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît? Et mon sujet, c'est l'analyse de la donc, perspective des jeunes adolescents de 15 à 17 ans sur les consommations de l'alcool et les, non, perspective des adolescents sur la consommation d'alcool et ses impacts sur la santé et le bien-être actuel et futur. Je ne crois pas ces perspectives, non. Je ne crois pas ces perspectives. La question, c'est quelle est la compréhension de cette population sur les Voilà. OK. impacts? D'accord. OK. Quelle est la compréhension des adolescents sur les impacts de l'alcool et sur leur état de santé et bien-être actuel et futur? Ah, OK. D'accord. Ça, c'est plutôt les consommateurs précoces. Voilà. OK. Si. Bon, là, là encore, il y a. J'aimerais ajouter un autre point et c'est dans la question. J'aimerais vérifier également ce qu'ils savent sur les impacts de l'alcool sur la société dans son ensemble. Par exemple, je vais expliquer une histoire et comme ça, vous pouvez m'aider à mieux réfléchir. Je consomme de l'alcool comme chauffeur et je fais un accident. Il y a une victime qui a perdu les ses deux pieds. C'était un jeune. C'est à travers de ce cas-là que c'est pas vraiment mon histoire, mais c'est une histoire d'une étudiante en sciences infirmières. Elle a été en quatrième année. Elle a perdu une jambe suite à un accident et le chauffeur était ivre. Dans mon sujet, je souhaiterais vérifier ce qu'ils savent sur cet aspect-là. D'accord. OK. Ça, c'est sur Mais jusqu'à présent, c'est pas encore clair dans OK, ma les tête. impacts, ça, c'est bon, les effets de l'alcoolisme hein, sur les effets de l'alcoolisme par rapport à l'influence sociale. Hein. Bon, c'est ça sur la société. Euh, et pour les dégâts de l'alcoolisme sur les dégâts en général de Les l'alcoolisme. accidents de la voie publique. Ça, c'est plutôt pour les gens qui conduisent. Hein, ouais. Ah, c'est tout ça. Bon, là encore, vous savez, bon, les personnes qui ont passé le code de la route, hein, on sait très bien hein, quand on prend l'alcool et ça permet de minimiser les dangers. Ça, on a tendance à aller rapide hein, et vite. Hein, et voilà, et on a tendance à voir la route est très grande. Hein, et puis, bon, c'est ça. Bon, ce qu'on va faire, ça c'est important. Je vais demander à Émilie de communiquer avec vous, peut-être probablement cette semaine. Hein. J'ai Si laissé j'ai... sur sur le chat. Allô? J'ai laissé mon numéro Oui. dans les commentaires. Ok, comme ça, et, oui, Émilie va vous ajouter dans le groupe, hein, d'une part. Et puis, et n'hésitez pas à nous envoyer par mail, hein, personnellement, ces genres de questions que vous posez. Comme ça, elle répond directement ou bien elle demande à une personne hein, spécialisée dans son domaine, hein, dans ce domaine, de vous répondre directement. D'accord, Ça, merci. c'est... Eh oui, la dernière partie, vous avez dit, la dernière partie que vous n'avez pas compris, c'est quoi, par exemple? Non, c'est sur l'hypothèse. Je vais réécouter la présentation. D'accord, ok. Les hypothèses, bon, c'est simple. Une hypothèse, c'est une relation de cause à effet. Bon, je capte la définition, mais les Ouais. processus, je dois les Mm. revivre. Ouais, pour formuler après une hypothèse, il y a toujours deux parties, la partie cause et la partie effet. C'est ça, on parle de cause à effet. Et il y a deux variables, toujours des variables. Hein.
les variables ne sont pas considérées comme des mots, il faut oublier ça. Parfois, c'est une association de mots aussi. Il y a variable dépendante et variable indépendante. La variable dépendante dépend de la variable indépendante. Et la variable indépendante ne varie pas, la variable dépendante varie en fonction du phénomène. C'est juste ça dans une hypothèse qu'on montre là dans ce schéma qu'on a en face de nous. Voilà. C'est important de rappeler, l'hypothèse, c'est toujours à la fin de la littérature qu'on formule l'hypothèse. Vous formulez l'hypothèse, vous faites une synthèse générale de votre revue de littérature à la fin, hein. Et dans cette synthèse-là, vous allez vous rapprocher d'une réponse ou bien des réponses à la problématique de départ. Et puis, vous allez formuler, ou faire émerger ou formuler des hypothèses. Et après, vous pouvez également faire des propositions. Une hypothèse, hein. Une proposition n'est autre qu'une hypothèse, mais parfois, c'est mal formulé dans certains cas. Ce n'est pas formulé à 100%. C'est une proposition et parce que vous n'arrivez pas à justifier, vous faites seulement des propositions et vous passez à autre chose. Mais une hypothèse, vous formulez une hypothèse, après vous justifiez l'hypothèse. Pour justifier l'hypothèse, c'est parmi les exemples que je vous ai donnés avec des auteurs de référence. Qu'est-ce que tel auteur a dit? Quelle étude tel auteur avait menée dans le cadre de votre travail? Auteur de référence, hein, c'est sur votre sujet, il y a une étude qui a été réalisée dans le cadre de votre sujet, une étude scientifique qui a été publiée dans une revue classée, une revue scientifique. Ça, c'est un auteur de référence. Et puis, dépendamment de votre domaine, il y a toujours des auteurs de référence. Si on parle du tabagisme, mais qui écrit beaucoup plus sur le tabagisme? Si on parle de l'alcoolisme, qui a beaucoup publié sur l'alcoolisme? Et ça, bon, si vous cherchez dans les références en français, vous n'allez pas tellement trouver des choses, mais si vous tapez en anglais sur Google, Mm. cherchez en anglais, vous allez voir, il y a énormément de résultats qui s'affichent. Parce que les publications se font généralement en anglais. Bon, il y a aussi le monde francophone qui est puissant. Mais par contre, hein, pour les publications scientifiques, hein, parfois on sait que très bien les pays anglophones les avalent les auteurs scientifiques. Euh, Surtout les Asiatiques hein, ils publient en anglais. Ils ne publient pas en français, les Asiatiques. C'est là que vous allez trouver plus de publications en anglais. Les auteurs que j'avais cités tout à l'heure qui travaillent sur la technologie, ce sont pas des anglophones. Venkatesh, lui, c'est un Indien. Un Indien, c'est juste ça. En plus, on va voir des personnes comme Kim, Sung, Ming, ce sont des Asiatiques, hein, des Chinois qui publient. Voilà, ça, ce sont des scientifiques, hein, et c'est pas un Américain. Bon, mis à part des Everett Rogers, qui est sur la diffusion de l'innovation, qui est un Américain. Après, le reste, ça, on parle beaucoup. Dans le monde francophone, c'est plutôt en domaine de lettres, on va trouver beaucoup plus d'articles en, en français. Et dans le domaine de lettres, on va trouver plus des chercheurs qui publient en français. Ça, c'est important. Domaine lettres, hein, du droit aussi. Mais domaine médical, hein, domaine sciences de gestion, on va beaucoup plus, sciences de la terre aussi, on va beaucoup plus trouver en anglais. Ça, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, c'est ça qui fait vendre aussi. Et le monde francophone est plus vaste hein, par rapport au monde anglophone. Le monde anglophone est plus vaste par rapport au monde francophone. C'est à cause du... Voilà. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autres questions, d'autres personnes? Apparemment, il y a certaines personnes qui ont dû tromper parce qu'ils pensaient que c'était mercredi et c'était mardi. Non, c'était aujourd'hui. Voilà, on fait le cours aujourd'hui parce que demain, on aura des ménages à faire sur le site. On aura des réunions et puis on est en train de négocier un nouveau cours pour vous, soit gestion de projet, soit e- e-business, e-commerce, soit initiation WordPress, hein. Ça, c'est important pour les personnes, même si vous ne maîtrisez pas la chose, mais avoir une idée, c'est déjà intéressant. Quelques heures de ce module, ce serait intéressant. Bon, c'est ça. Bon, la réunion de demain, on va en parler, c'est pour cela. Aujourd'hui, on a placé le cours aujourd'hui, parce que c'est important.
Alors, la personne m'a dit, j'ai écrit mon sujet sur le groupe, hein, mais vous, je dis pas, bah, c'est quoi comme sujet? C'est sur le groupe, hein. Vous n'avez pas trouvé votre sujet. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler votre sujet comme ça pour voir si on n'a pas intégré? Comme ça, je vais avec Madame Chaffin. Comme ça, elle intègre et puis vous aurez une réponse euh, dans les documents qu'on va vous envoyer. Le sujet, vous pouvez allumer votre micro pour nous en dire un peu plus. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, bon, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Bon, je verrai avec madame, hein. Là, vous aurez une réponse. C'est engagement académique chez les jeunes des milieux défavorisés. Quand vous dites engagement académique, c'est engagement à l'école, c'est ça. Le cas du quartier de Raboto. Bon, alors, bon, là, quand même, hein, bon, j'ai un petit problème avec les chronologies. Bon, quand vous donnez des dates comme ça, précis, en 2020, 2024. Bon, ça, c'est 2020-2024, ça, c'est interne. Ça, c'est pour vous. Ça vous permet un peu d'établir une chronologie. C'est quand vous allez commencer votre collecte et quand la collecte va terminer. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Vous savez que la collecte commence bon, c'est une période de 5 ans sur une période de 5 ans. Il ne faut pas rester très réducteur comme ça dans le titre du sujet. Parce que le titre du sujet, c'est vendeur. Maintenant, c'est la mode. Les personnes terminent leur mémoire. Si ça a été bien félicité par les jurys, après, vous pouvez communiquer. Vous pouvez publier ce mémoire sans problème. Mais si vous mettez entre 2000 et 2024, hein, les gens ne vont pas cliquer sur votre lien. Il faut enlever ça, vous ajoutez ça dans le corps du mémoire, à l'intérieur. Bon, c'est ça que je suggère déjà, hein. C'est important, c'est plus vendeur quand vous faites ça. D'accord? Et parce que dans le mémoire, bien que votre analyse basée sur 2000 et 2004, 2020 et 2024, mais vous allez raconter pas mal de choses dans le passé, faire un peu d'histoire, déjà jusqu'à peut-être après 86, hein, jusqu'à 2020. Voilà, tout ça, oh. Tout ça, ce sont des manières que vous pouvez faire pour argumenter votre. Ah, autre chose encore, de quartier dans un quartier, c'est un peu limité. Essayez de faire en sorte je sais pas, de baser sur une commune. Une commune, et après, vous allez justifier votre terrain d'étude, hein, votre terrain d'étude. Parce que euh, Gonaïves et Gaboto, c'est Gonaïves, hein, c'est les gens, quand on parle des milieux défavorisés, les gens dans les milieux, quel que soit le milieu défavorisé, quel que soit le pays, quelle que soit la zone, ils ont à peu près les mêmes comportements. Les mêmes comportements. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Les mêmes comportements et en fonction de la culture locale. La culture locale, ils ont à peu près les mêmes comportements. Bon, c'est ça que quand j'ai rencontré des collègues avec qui je travaille, parfois ils disent, ah ouais, vous voyez que dans le pays d'où je sors, les jeunes cherchent, hein, toujours à apprendre, mais je vis dans un pays, l'État paie les jeunes et les jeunes ne veulent pas apprendre dans un pays-là. Dans ce pays-là que j'ai vu, ouais, parfois ça les fait rigoler, mais juste pour les montrer. Ok, bon, ça c'est important et puis c'est important. Je prends note. Il y a déjà 54, bon, on va s'arrêter et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines, mais ce sera un mardi 16. On donne rendez-vous mardi 16. Vous aurez ce document, pareil sur la plateforme, et puis vous aurez le lien pour vous connecter et pas vous connecter, le lien pour vous
puissent accéder cette vidéo. N'oubliez pas, chaque fois que vous avez un blocage, vous allez sur la chaîne YouTube. Maintenant, c'est plus accessible que Vimeo. C'est ça que j'ai beaucoup demandé pour enlever cette histoire de Vimeo, aller sur YouTube. Maintenant, ils m'ont écouté. On est maintenant sur YouTube, c'est bien. C'est bien, et ça me fait plaisir, hein. Ouais, pour moi, pendant que je suis dans les transports, chaque fois, si quelqu'un me pose une question, on lui envoie le lien et puis la personne peut accéder directement au cours. Ça, c'est plus facile pour vous et surtout, YouTube, ça ne demande pas trop de bonnes passantes par comparaison à Vimeo qui demande, hein, une bonne passante énorme. Voilà, ça c'est bien. On se donne rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas, même si vous posez une question sur le groupe, si je réponds pas, parfois je suis occupé, mais parfois je vois Émile répond, si Émile répond, c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Et je vous souhaite déjà bonne semaine, hein. C'est la fin de la période pascale, hein. Mais maintenant, on rentre déjà dans le printemps, hein. C'est profiter du printemps. Quand on parle du printemps, il faut travailler, il faut planter, arroser, nettoyer. Bon, ça, c'est cette période-là. Et on s'est dit à bientôt. Voilà. Au revoir. Bonsoir. Ciao.